Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour cette séquence décryptage, une séquence où nous répondons à toutes les questions que vous vous êtes posées sur l'agriculture sans jamais oser justement les poser. Et pour y répondre, aujourd'hui, nous invitons Claude Tabel. Bonjour Claude. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes président de RAGT Semences. RAGT, c'est un des poids lourds du secteur des semences en France. Et on va parler avec vous de propriété intellectuelle, de propriété industrielle. Alors, moi, j'ai une question toute bête à vous poser. Quand j'achète une graine chez mon grainier et que je la plante dans mon jardin ou sur mon balcon, cette graine, elle m'appartient puisque je l'ai achetée. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors pour vous, en tant que particulier, oui, c'est aussi simple que ça. La graine vous appartient et le fruit, évidemment, que vous aurez à partir de votre graine vous appartient. Pour un professionnel, c'est un petit peu différent. Derrière la graine, il y a toute une information génétique, et cette information-là, elle est la propriété de celui qui a créé la variété en question. C'est ce qu'on appelle la propriété industrielle? C'est ce qu'on appelle la propriété industrielle, effectivement. Et alors, qu'est-ce que ça change? Alors, comment ça s'opère au fur et à mesure? En fait, c'est quelque chose d'un peu particulier. On est dans un domaine qui est le domaine du vivant, où il a fallu inventer un droit pour les gens qui créent des variétés. Et ce droit, il se rapproche beaucoup du droit d'auteur, en fait. C'est une forme de droit d'auteur pour celui qui a créé la variété. C'est un droit qui est particulier, spécifique, et qui a été fait que pour les variétés végétales. Alors économiquement, ça se traduit comment? Économiquement, ça se traduit comme tous les droits de propriété intellectuelle. Peut-être revenir un peu sur la propriété intellectuelle au départ. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis très très longtemps et qui a un objet particulier, celui de reconnaître la propriété d'un travail intellectuel fait par un inventeur en contrepartie de la mise à disposition de la communauté de l'ensemble de l'information qui est liée à l'invention. Donc c'est le moteur de l'invention, d'une certaine manière, la propriété intellectuelle. Donc comment cela fonctionne? Un créateur de variété, quand il a une nouvelle variété, il dépose une demande de certificat d'obtention végétale qui, si elle est reconnue, lui reconnaît la propriété intellectuelle liée à la variété en question pour une durée donnée. Alors c'est comme un brevet, mais c'est un droit spécifique. Ce n'est pas parce que le droit des brevets ne s'applique pas en Europe aux variétés végétales. C'est un droit qui a été créé dans les années 60 spécifiquement pour ce domaine-là. Et alors, la personne qui utilise, l'agriculteur qui utilise tel type de semence, par exemple, vous verse des droits? Comment ça se passe? Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est lié au prix de la semence, c'est inclus, je dirais, dans le prix de la semence quand l'agriculteur achète la semence. Soit l'agriculteur, on prend le cas de ce que l'on appelle les semences de ferme, s'il reproduit la semence en question, il est effectivement tributaire d'une petite royalty, une redevance qu'il doit à l'obtenteur. Alors pour qu'on comprenne bien la différence entre le système qui vaut pour les végétaux et le système, par exemple, des industriels dans l'aéronautique, par exemple, qui déposent un brevet pour un train d'atterrissage. Alors, il y a des différences fondamentales. Une première différence fondamentale, c'est que c'est protégé sans interdire. C'est-à-dire que l'obtenteur de la variété, le créateur de la variété, il a le droit sur l'exploitation commerciale de la variété, mais il ne peut pas interdire son concurrent d'utiliser sa variété pour en créer une nouvelle encore meilleure. Ça, c'est une différence fondamentale qui n'existe pas dans le droit du brevet. La deuxième différence fondamentale, elle touche l'agriculteur. Sur certaines espèces, l'agriculteur, c'est ce que je vous disais, peut garder une partie de sa récolte pour ressemer l'année suivante. Et dans ce cas-là, ça c'est autorisé, ce qui ne serait pas autorisé dans le cas du brevet. Alors, je voudrais qu'on parle de la situation à la fois en Europe, mais aussi dans le monde. Est-ce que ce système de certificat d'obtention végétale, il existe au niveau européen, voire au niveau mondial? Alors, il est régi par une convention internationale qui est organisée par l'Union pour la protection des obtentions végétales. Donc, les pays qui adhèrent à cette union, effectivement, doivent mettre en place tout l'arsenal législatif dans leur législation pour reconnaître le certificat d'obtention végétale. Alors, il existe à peu près dans beaucoup de pays, je crois que c'est plus de 190 pays, je pense, au monde. Ceci dit, à côté de cela, il y a des pays qui fonctionnent totalement différemment. Si vous prenez l'exemple des États-Unis, vous pouvez protéger votre variété avec un certificat d'obtention végétale, mais vous pouvez aussi protéger votre variété avec un brevet. Ceci n'est pas possible en Europe. En Europe, c'est interdit. On ne peut protéger une variété que par le certificat d'obtention végétale. Et c'est quoi l'intérêt pour les Américains d'avoir les deux? Alors, je dirais que le premier qui a été mis en place, c'est le certificat d'obtention végétale. L'intérêt du brevet sur les variétés, c'est effectivement, contrairement à ce que nous avons, les deux exceptions dont je vous ai parlé sur le certificat d'obtention végétale, c'est de ne pas permettre à son concurrent d'utiliser sa variété pour créer une nouvelle variété, notamment. Et est-ce qu'il y a du piratage, entre guillemets, de certificats d'obtention végétale? Alors, il n'y a pas du
piratage de certificats d'obtention végétale, mais comme tous les droits de propriété intellectuelle, il y a de la contrefaçon. Il y a de la contrefaçon, donc il arrive que certains opérateurs aient accès à des variétés et les reproduisent sans s'acquitter d'un droit au créateur de la variété. C'est de la contrefaçon, comme si vous, par exemple, en tant que particulier, vous photocopiez le livre que vous avez acheté pour le revendre après sur le marché. Et alors, quels sont les moyens de combattre cette contrefaçon, en tout cas d'identifier ceux qui opèrent cette contrefaçon? Alors, il y a différents outils pour ça, hein, quand il y a vraiment de la contrefaçon. Encore une fois, hein, si on parle aux agriculteurs, la semence de ferme n'est pas forcément une contrefaçon s'il y a une organisation comme nous l'avons en France pour régler cette question-là. Mais s'il y a des contrefacteurs, donc on peut identifier les variétés, les faire pousser à côté de la variété protégée, vérifier qu'il s'agit bien les mêmes, voire utiliser des outils moléculaires de décryptage du génome pour vérifier qu'il y a bien conformité entre la variété vendue par le contrefacteur et la variété qui est protégée. Le contrefacteur, les contrefacteurs, ils sont où généralement? Bon, ils sont, on va dire, plutôt dans des pays... On va les dénoncer. Non, mais on en trouve par exemple beaucoup en Italie, en Espagne, dans le domaine des potagères par exemple. Voilà, mais ça peut être aussi dans des Turquie ou d'autres pays. Et pourquoi pas en Chine aussi. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce droit de propriété intellectuelle, il est lié à un territoire. Donc nous avons un système où en Europe où on peut demander un certificat d'obtention végétale européen, donc qui va s'appliquer sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais si vous voulez que votre variété ne soit pas piratée, si je peux l'appeler comme ça, en Chine ou dans d'autres pays, il vous faut aussi demander un droit de propriété intellectuelle dans ces pays-là. Et pour revenir à ce qu'on disait sur les États-Unis, est-ce que par exemple, si vous voulez attaquer le marché américain, vous êtes obligé d'avoir les deux, le certificat d'obtention végétale et le brevet, non? Non, vous pouvez ne protéger que de l'un ou que l'autre. Hein. Il n'y a aucune obligation d'avoir les deux. Pardon ? Il y a un risque. Le risque, non, il n'y a pas de risque. La question, c'est que si vous protégez par un certificat d'obtention végétale, ce qui est la philosophie des obtenteurs au niveau européen, vous acceptez que vos concurrents puissent utiliser vos variétés pour en faire de meilleures. Mais c'est un système que nous, on a voulu en Europe. L'Europe et les obtenteurs, et notamment les obtenteurs français, ont été à la base de la réglementation et de ce droit très particulier et très spécifique. Pourquoi ? Parce que c'est un système collectif de progrès génétique. Donc pour nous, on n'a pas voulu fermer l'utilisation de nos variétés pour au contraire essayer toujours de faire mieux. Alors là, on a vu l'aspect technique, l'aspect législatif. Quid de l'aspect économique, de l'intérêt de protéger justement les semences? Je vous ai dit, c'est le moteur de l'innovation. C'est-à-dire que logiquement, et c'est vrai dans tous les domaines, et pas uniquement spécifiquement dans le nôtre, à chaque fois que vous investissez, que vous avez un résultat, vous arrivez à avoir des droits de propriété intellectuelle sur une durée donnée, hein, c'est limité dans le temps. Ça vous permet aussi d'avoir une retombée financière qui vous permet de continuer la recherche. C'est ça l'objectif. L'objectif vertueux, c'est d'enclencher ce cercle où j'ai trouvé un produit intéressant, une variété, qui trouve ses clients, qui ramène donc des redevances, qui ramène du financement, qui permet de continuer la recherche et de résoudre demain les problèmes, de s'attaquer au changement climatique, la diminution des traitements phytosanitaires, etc. Donc c'est très vertueux. C'est énorme en termes de retombées financières. Et pour financer la recherche, par exemple chez vous, chez RAGT? Oui, c'est essentiel en tout cas. Je ne sais pas si c'est énorme, mais c'est essentiel. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans ma société, on dépense à peu près 18% du chiffre d'affaires dans la recherche. Donc si nous n'avions pas cette retombée-là, évidemment, nous ne pourrions pas avoir un tel effort de recherche. Donc pour nous, c'est essentiel. Une dernière question, Claude Tabel. Je suppose que vous travaillez maintenant sur les grands enjeux, le bouleversement climatique, les sécheresses, ces choses comme ça. C'est des pas de temps de combien ? Alors, ce que l'on a l'habitude de dire, même si on veut essayer d'aller plus vite avec les nouvelles méthodes d'amélioration des plantes, on parle de l'édition du génome, on a coutume de dire qu'il faut 10 ans pour créer une nouvelle variété. Donc aujourd'hui, les variétés, c'est toujours un peu vrai. Les travaux que nous engageons aujourd'hui en 2021, c'est les variétés qui seront sur le marché potentiellement en 2030 ou plus. Donc c'est essentiel pour nous de pouvoir anticiper toutes les difficultés. Vous savez qu'en 2030, la France a pris des engagements de réduction des produits phytosanitaires, de réduction des engrais de synthèse. Il faut que nos variétés, les variétés que l'on proposera demain aux agriculteurs et aux particuliers pour leur jardin potager ou autre, répondent à ces attentes-là. Eh bien écoutez, merci beaucoup Claude Tabel de nous avoir éclairé sur ces questions de propriété intellectuelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. À bientôt.